Bonjour, je me présente Benoît Leroux. Je suis ici pour vous parler de ma théorie physique qui s'appelle l'épaisseur du présent. Alors, c'est une théorie que j'ai commis en 2004 et que j'ai publiée sur mon site web en 2005. Vous trouverez des liens sur la version en français et en anglais en bas de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que l'épaisseur du présent? L'épaisseur du présent est une couche très mince, spatio-temporelle, qui entoure les objets. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé là. J'ai été, suite à mes études en génie, fiberglassé par le fait que les porteurs de charge élémentaires, que sont le proton et l'électron, ont des masses extrêmement différentes. Bien que leur charge soit similaire, une positive pour le proton et une négative pour l'électron, la masse du proton est 1836 fois supérieure à la masse de l'électron. Alors, j'ai voulu résoudre cette question-là. Bien sûr, en physique quantique, la masse des objets est purement arbitraire, considérée comme arbitraire. La masse des objets aussi est exprimée ou façonnée par le boson de Higgs, ou son interaction entre les particules et le champ de Higgs, qu'on appelle. Mais je ne tiens pas compte de ça. J'ai observé ce qui devait se passer et puis finalement, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il y a un espace en une dimension que j'appelle l'ordre 1, qui est un espace unique qui porte les champs magnétiques. Tous les champs magnétiques sur une seule ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Pour cet espace-là, il n'y a pas de deuxième ou troisième dimension. Perpendiculairement à cette ligne magnétique, il existe un plan, je dirais un plan ou une surface électrique qui donc s'étend et qui est en parfaite corrélation avec les champs magnétiques. Donc, on sait, suivant les équations de Maxwell, que l'un et l'autre, les champs électriques et les champs magnétiques, sont perpendiculaires. Maintenant, j'ai dû arriver à la conclusion aussi, le temps n'existe pas entre les deux. C'est-à-dire, il n'y a aucun délai entre les effets corrélés magnétiques et électriques. On peut le voir aussi dans les équations de Maxwell. Maintenant, j'ai déduit que l'électron est un objet en deux dimensions qui s'étale sur le plan électrique. Et il y a un plan parallèle à ce plan-là, qui est le plan des anti-électriques ou le plan des positrons, c'est-à-dire de l'antimatière des électrons. Donc, ces deux couches-là sont séparées par un espace-temps que j'appelle l'épaisseur du présent, qui, on verra plus tard, égale à moins la vitesse, c'est-à-dire 1 sur la vitesse de la lumière, c'est-à-dire l'inverse de la vitesse de la lumière, qui se traduit donc en secondes par mètre. Or, l'électron, la charge électronique de l'électron est simplement la préservation d'un espace propre à l'électron. C'est pourquoi les électrons se repoussent l'un l'autre. Et même cette faculté électrique-là de répulsion entre électrons serait la fonction maître de l'électricité. Ensuite, ces électrons-là, ne pouvant se repousser lorsque la densité devient trop élevée, forcément, ils vont former avec les positrons de la couche parallèle
du plan parallèle, ils vont former un proton. Un proton qui a une charge induite par les électrons, c'est-à-dire une charge équivalente à celle de l'électron, bien que contraire, qui va attirer les électrons et en fait permettre que l'espace qui était planaire, l'espace en 2 dimensions dont j'ai parlé, qui est l'espace électronique, puisse se courber autour et donc permettre de nouveaux espaces pour se répulser, pour s'éloigner de l'un de l'autre, à occuper par les électrons. C'est ce qu'on voit comme les couches électroniques autour du noyau de l'atome. Maintenant, il y a tout un mécanisme de l'électron qui rebondit en quelque sorte, c'est-à-dire que l'électron, pour exister, s'élance vers le futur et puis s'éteint tranquillement vers le passé. Et puis, il rebondit sur la couche qu'on appelle, que j'appelle la couche des anti-électrons et produit un positron. Donc, il y a une vibration qui est produite à cet endroit-là entre l'existence et l'extinction de l'électron qui rebondit pour être relancé vers le futur. C'est là que le temps intervient et cette couche de l'épaisseur du présent entre les deux. Maintenant, en 3 dimensions, qu'est-ce que je voulais dire donc? En 3 dimensions, c'est ça, la couche électronique entoure le proton et de cette façon-là aussi, en s'étendant à travers les échelles, et entoure les objets. Donc, l'épaisseur du présent entoure les objets en 3 dimensions. Maintenant, l'équation de la vitesse de la lumière est égale à 1 divisé par la racine carrée du produit de deux constantes universelles qui sont la permittivité électrique du vide et la perméabilité magnétique du vide. Là, ça représente, suivant ma théorie, 2 espaces. Un espace à 1 dimension et un espace perpendiculaire à 2 dimensions, c'est-à-dire planaire. Il manque un espace à 3 dimensions dans tout ça. J'ai donc déduit qu'il y avait une autre variable, une autre constante que j'appelle la liberté gravitationnelle du vide qui correspond aux 3 dimensions. Vous en avez une magnétique qui correspond à 1 dimension, une électrique qui correspond en 2 dimensions, et la liberté gravitationnelle est l'équivalent en 3 dimensions. Pourquoi je l'ai appelé la liberté gravitationnelle? Parce que sa valeur est proche de l'unité. Ce qui fait qu'on ne l'aurait pas vu lorsqu'on a évalué la constante de la permittivité électrique du vide. On ne l'aurait pas vu simplement parce que la valeur de cette constante-là, elle est mesurée. Elle est une combinaison de mesures et de calculs. Donc, voilà. Et on ne l'aurait pas vu, mais forcément, la 3e dimension entre en jeu. Puisque la valeur de la liberté gravitationnelle est proche de l'unité, c'est 0,997 quelque chose, elle aurait été noyée dans ce qu'on a perçu comme la permittivité électrique du vide au départ. Voilà, il y a plusieurs facteurs qui corrélés ou qui me permettent d'affirmer des choses comme ça. Et depuis 20 ans que je réfléchis à la question, je ne trouve pas vraiment d'arguments qui les contredisent.
Ainsi, le fait que les charges électriques sont binaires, c'est un phénomène binaire, s'approche et s'associe facilement à un espace en 2 dimensions. Et voilà. Donc, ce qui est de l'antimatière ou des anti-électrons, que sont les positrons, à mon avis, ils sont antigravitationnels. C'est Paul Dirac qui a découvert l'antimatière à travers une équation. Et donc, on a évalué que l'antimatière, il n'y en avait presque pas dans l'univers. À mon avis, l'antimatière, il y en a énormément dans l'univers. Il y en a même beaucoup plus que de la matière. Et elle est produite par tous les objets qui existent à mesure, et c'est la base de la permanence des objets. Pourquoi est-ce qu'un objet ne disparaîtrait pas spontanément après avoir existé? Il y a une raison. On a appelé ça la symétrie et puis le fait que l'énergie est conservée, la loi de la conservation de l'énergie et de toutes choses. Moi, à mon avis, les choses disparaissent, mais rebondissent sur l'antimatière, qui, elle, sous forme de positrons, se dirige vers le passé. C'est pour ça qu'on ne le perçoit pas, parce qu'on ne perçoit que les choses qui se dirigent vers le futur. C'est-à-dire que notre futur rencontre le futur des autres objets, et ainsi on peut les observer. Et lors de l'observation, comme en physique quantique, d'un objet qui se retrouve sous la forme d'une fonction d'onde probabilistique, si on l'observe, il y a une réduction de la fonction d'onde. Donc, l'objet passe d'un état de probabilité à un état de certitude, c'est-à-dire que sa position est arrêtée, sa vitesse est arrêtée, sont fixés, mais ils sont fixés dans le passé. Parce que dès lors que la réduction de la fonction d'onde se produit sur un électron, il repart par la suite sous la forme d'une nouvelle fonction d'onde qui s'élance vers un futur jusqu'à se rencontrer un autre objet. Il y a donc une différence fondamentale entre le futur, qui est probabilistique, et le passé, qui est déterministique. C'est-à-dire qu'il est déterminé, on sait exactement où sont les objets, etc. Et c'est, à mon avis, la faille dans la théorie de la relativité d'Einstein, lorsqu'il regarde son univers en pain à 4 dimensions. Le futur est considéré comme le passé, c'est comme si on regardait l'ensemble du temps qui s'est écoulé sous sa forme passée. Or, on sait qu'il y a une incompatibilité totale entre la physique quantique et la physique classique. On n'arrive pas à rejoindre ou à fusionner les deux, et simplement, c'est par le fait qu'une partie appartient au futur, ou bien au présent immanent, et l'autre appartient au passé.